Bonjour, je vous propose une vidéo sur l'augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription. Dans cette vidéo, je vais d'abord préciser les motivations et les conséquences de l'augmentation de capital. Ensuite, je parlerai du principe et de l'utilité des droits préférentiels de souscription. Ça me donnera d'ailleurs l'occasion de voir comment ces droits préférentiels de souscription, ces DPS comme on dit, sont valorisés en bourse. Et enfin, j'illustrerai tout cela par l'exemple d'EasyJet qui a réalisé à l'automne 2021 une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription d'un montant de 1,2 milliard de livres sterling. Commençons par les motivations et les conséquences de l'augmentation de capital. Alors la première motivation, elle est extrêmement simple. C'est tout simplement le besoin de cash pour financer des projets dont le montant dépasse la somme de l'autofinancement et de la capacité d'endettement de l'entreprise. La deuxième motivation, c'est la nécessité éventuelle de restructurer le bilan en vue de respecter des contraintes externes, contraintes des banques et des agences de notation pour les entreprises industrielles et commerciales. Alors toute entreprise qui a souhaité s'endetter a en tête deux des ratios que les banques suivent très attentivement avant de décider, le cas échéant, d'octroyer le crédit demandé. Tout d'abord, le ratio dette nette sur capitaux propres, qui doit être inférieur à 1, et ensuite le ratio dette nette sur EBE, qui doit être inférieur à 3. Alors rappelons que la dette nette, c'est la dette financière, moins les valeurs mobilières de placement, moins les disponibilités. Par conséquent, toute augmentation de capital par rapport au numéraire, c'est-à-dire par rapport de cash, se traduit par une hausse des disponibilités et donc mécaniquement par une baisse de la dette nette, donc par une baisse du ratio dette nette sur capitaux propres et par une baisse du ratio dette nette sur EBE. Par ailleurs, s'agissant d'une augmentation de capital, donc d'une augmentation des capitaux propres, le ratio dette nette sur capitaux propres eh bien, va encore plus diminuer sous l'effet de l'augmentation du dénominateur. La troisième motivation, c'est l'accès à un financement entre guillemets bon marché lorsque le prix de l'action est élevé. Car pour un montant d'augmentation de capital donné, plus le prix de l'action est élevé, moins le nombre d'actions à émettre sera important. Alors, l'augmentation de capital, elle favorise ce qu'on va appeler un transfert de valeur ou un transfert de richesse des actionnaires vers les créanciers qui, rappelons-le, sont prioritaires sur les actionnaires en cas de liquidation. Imaginons une entreprise qui vient de réaliser une augmentation de capital et qui est liquidée juste après. La situation est un petit peu caricaturale, mais ça permet d'illustrer ce qu'il faut entendre par transfert de valeur. Si l'entreprise vient de réaliser une augmentation de capital, eh bien, le cash levé auprès des actionnaires va servir à payer les créanciers en cas de liquidation. Et si le cash levé dans le cadre de l'augmentation de capital a été investi, par exemple dans des immobilisations, eh bien ces dernières sont revendues et le cash ainsi récupéré va servir à payer les créanciers. Par ailleurs, l'augmentation de capital réduit, le cas échéant, l'asymétrie d'information entre les actionnaires et le management, compte tenu des informations qui doivent être mises à la disposition des actionnaires à l'occasion de la préparation de l'augmentation de capital. Alors, voyons maintenant le principe et l'utilité des droits préférentiels de souscription. Alors, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que sans les droits préférentiels de souscription, les anciens actionnaires, c'est-à-dire ceux qui ont des actions avant l'augmentation de capital, peuvent avoir une double crainte. La première, c'est que ces anciens actionnaires souhaitent souscrire à l'augmentation de capital et de nouveaux investisseurs souscrivent avant eux, ce qui conduit à une dilution, c'est-à-dire une diminution de leur contrôle
sur la société. Imaginons une société qui a un capital composé de 100 actions et qui décide d'une émission de ne serait-ce que 10 actions et qu'un actionnaire propriétaire de 51 actions ne souscrive pas ou ne puisse pas souscrire, eh bien mécaniquement, son pourcentage de participation et son pourcentage de contrôle seraient ramenés en dessous de 51%, ce qui voudrait dire une perte de contrôle. La deuxième crainte qu'un actionnaire ancien, existant, historique peut avoir, c'est que, alors qu'il ne souhaite pas souscrire à l'augmentation de capital, eh bien, le prix de son action diminue parce que les nouvelles actions vont être émises à un prix inférieur au cours de bourse de l'action avant augmentation de capital. Alors, le DPS va fournir la protection nécessaire aux actionnaires actuels. Première protection, c'est celle qui correspond au fait que le DPS permet une souscription prioritaire pour éviter la dilution du contrôle que j'évoquais il y a quelques instants. La deuxième protection, c'est la compensation de la baisse du cours de l'action pour l'actionnaire qui ne suit pas l'augmentation de capital. Ainsi, les anciens actionnaires reçoivent gratuitement un DPS pour toute détention d'une action existante, que j'appellerais parfois aussi une action ancienne. C'est-à-dire que si je suis propriétaire d'une action, je reçois un DPS. Je suis propriétaire de 100 actions, je reçois 100 DPS. Et tous les DPS, 100% des DPS sont remis gratuitement aux anciens actionnaires. Et pour souscrire à l'émission d'une nouvelle action, il va falloir présenter un ou plusieurs DPS, dont le nombre dépend de la parité entre le nombre d'actions anciennes et le nombre d'actions nouvelles. Par conséquent, au départ, seuls les anciens actionnaires peuvent souscrire à l'augmentation de capital, puisque ce sont les seuls à détenir les DPS. Par conséquent, un nouvel investisseur peut acheter de nouvelles actions, peut souscrire à l'augmentation de capital qu'à condition que d'anciens actionnaires acceptent de leur revendre des droits préférentiels de souscription. Par conséquent, les anciens actionnaires sont bien prioritaires en matière de souscription à l'augmentation de capital. S'ils veulent se faire diluer, ils le font en connaissance de cause en revendant leurs droits préférentiels de souscription. Alors prenons un exemple pour bien illustrer tout ça. Imaginons une société dont le capital est composé de grand N égale 150 actions anciennes. Et imaginons que cette entreprise décide de procéder à une augmentation de capital par émission de petit n égale 10 actions nouvelles. Alors, puisqu'il y a 150 actions au départ, avant augmentation de capital, eh bien, il y aura émission de 150 droits préférentiels de souscription qui seront remis à l'ensemble des actionnaires actuels. 150 actions, donc anciennes, donc 150 nouveaux DPS. Le nombre de DPS à présenter pour souscrire à l'émission d'une action nouvelle est donné par la formule grand N sur petit n, c'est-à-dire 150 sur 10 égale 15. Alors, ça peut s'expliquer très simplement. S'il y a 150 actions anciennes pour 10 actions nouvelles, ça veut dire qu'il y a 150 DPS pour 10 actions nouvelles. Et donc, en divisant tout par 10, on a donc 15 DPS pour une action nouvelle. Alors, l'actionnaire historique, l'ancien actionnaire, qui ne veut pas suivre l'augmentation de capital, peut revendre ses DPS. Alors, on va voir quel est le prix de revente. Pour cela, on doit définir quelques notations. On va noter grand C
le cours de l'action avant augmentation de capital. Et on va noter grand E, le prix d'émission des nouvelles actions. Alors, on appelle TERP, pour Theoretical Ex-Right Price, le cours moyen pondéré de l'action après augmentation de capital. Je veux dire qu'on a historiquement grand N actions qui cotent ou qui cotaient avant augmentation de capital, grand C, et on a petit n nouvelles actions émises au prix grand E. Donc le prix moyen pondéré ou le cours moyen pondéré après l'augmentation de capital, c'est grand NC plus petit NE sur grand N plus petit n. Eh bien, le principe du DPS, outre le fait que cela confère une priorité dans la souscription à l'augmentation de capital pour les anciens actionnaires, le DPS permet également de compenser la baisse du cours de bourse que subit nécessairement l'ancien actionnaire. Et dans ce cas, le prix du DPS, le cours du DPS, ça va être la différence entre ce qu'était le cours de bourse de l'ancienne action avant l'augmentation de capital, c'est-à-dire C, et le nouveau prix, c'est-à-dire le cours moyen pondéré, c'est-à-dire le TERP. Bref, la valeur du DPS, c'est C moins le TERP. Alors, on peut naturellement travailler un tout petit peu la formule et considérer que le DPS, c'est C moins ce qu'est le TERP, c'est-à-dire NC, grand N fois grand C, plus petit n fois grand E sur grand N plus petit n. On peut également tout mettre au même dénominateur, ce qui nous donne C fois grand N plus petit n, moins grand NC, moins petit NE sur grand N plus petit n. En développant la parenthèse qui est au numérateur, ça nous fait grand NC plus petit nc, moins grand NC moins petit NE. Et en simplifiant évidemment par NC, par grand NC, et en mettant petit n en facteur au numérateur, cela nous fait petit n sur grand N plus petit n, le tout fois C moins E. Alors, nous allons maintenant illustrer tout ça au travers de l'exemple d'EasyJet. Alors, sur la partie gauche de la slide, vous avez un extrait de la note du prospectus relatif à l'opération, et je vais maintenant détailler tous les calculs. Alors, le nombre initial d'actions dans le capital d'EasyJet, avant toute augmentation de capital, c'est grand N égale 456 740 631 actions. Le dernier cours, avant annonce de l'augmentation de capital, grand C, c'est 7,89 livres. L'opération d'augmentation de capital conduit à émettre petit n égale 301 260 394 actions au prix d'émission grand E égale 4,10 livres. Par conséquent, le nombre total d'actions après l'augmentation de capital, grand N plus petit n, 456 740 631 pour grand N, plus 301 260 394 pour petit n, ça nous donne 758 1025 actions. Le TERP, c'est-à-dire le prix moyen pondéré des actions, après augmentation de capital, grand NC plus petit NE sur grand N plus petit n, eh bien, cela nous donne 6,38 livres. Pour obtenir ce résultat, on a fait 456 740 631 actions fois 789, plus 301 260 394 nouvelles actions fois 4,10, le tout divisé par 758 1025 actions. Le prix du DPS, qui est la différence entre le cours
avant l'augmentation de capital, c'est-à-dire 7,89 et le TERP 6,38, eh bien, ça conduit à un prix du DPS de 1,51 livres sterling. En fait, l'actionnaire d'EasyJet avant l'augmentation de capital, qui n'aurait détenu qu'une action, avait un patrimoine de 7,89 livres. Après l'augmentation de capital, le cours est ramené au TERP, c'est-à-dire 6,38. S'il décide de ne pas souscrire à l'augmentation de capital, eh bien, il va revendre son droit préférentiel de souscription pour 1,51 livres sterling. Et dans ce cas, eh bien, son patrimoine sera inchangé, puisqu'au lieu d'avoir une action dont la valeur était de 7,81 livres sur son compte titre, il aura une action dont la valeur est ramenée à 6,38 livres sur son compte titre, mais il aura par ailleurs sur son compte de dépôt du cash correspondant au prix de revente du DPS pour 1,51 livres. Et donc au total, il aura bien 6,38 plus 1,51, ce qui nous donne 7,89. Alors, on a l'habitude de calculer deux décotes du prix d'émission. D'abord par rapport au dernier cours, donc le prix d'émission étant de 4,10 livres, la décote est de 4,10 sur 7,89 moins 1, ce qui nous fait une décote de 48%. Et on calcule également la décote par rapport au TERP, c'est-à-dire qu'on rapporte le prix d'émission, 4,10 € au TERP, 6,38, le tout moins 1, ce qui nous donne une décote de 35,8%. Alors, l'augmentation de capital est égale au nombre de nouvelles actions, c'est-à-dire 301 260 394 fois le prix d'émission, c'est-à-dire 4,10 livres, ça nous fait une augmentation de capital de 1 235 millions de livres. Il faut déduire les frais facturés par les différentes parties prenantes à l'opération, les banques conseils notamment, pour 39 millions dans le cadre de cette opération. Ça veut dire que l'augmentation de capital nette des frais est de 1235 moins 39, ça nous fait 1196 millions de livres, 1 196 millions de livres sterling. Alors, la parité qui est annoncée dans le prospectus, et ce que l'on voit sur la partie gauche, c'est 47 actions anciennes pour 31 actions nouvelles. Cette parité, on l'obtient en faisant le rapport entre grand N, nombre initial d'actions, 456 740 631, et le nombre d'actions nouvelles, 301 260 394. Si on entre cette division sous Excel et qu'on utilise le format fraction d'Excel, ça nous donne bien 47 sur 31. Alors, on peut diviser le 47 et le 31 par 31, ce qui nous donne une parité de 1,52 actions anciennes pour une action nouvelle. Alors, regardons quel est le prix de revient d'une action nouvelle pour l'investisseur qui doit se procurer des DPS. Donc rappelons ce que l'on vient de voir, c'est que pour pouvoir souscrire à l'émission d'une action nouvelle, il faut présenter 1,52 DPS, car quand on dit 1,52 actions anciennes pour une nouvelle, ça veut bien dire 1,52 DPS pour une nouvelle. Chaque DPS vaut 1,51 livres sterling. Par conséquent, le coût des DPS à présenter pour une action nouvelle, c'est 1,52 fois 1,51, ça fait de 28. Une fois que l'on s'est procuré les DPS dont le prix de revient est finalement de 2,28, on peut
souscrire à l'augmentation de capital en payant le prix d'émission grand E égale 4,10 livres pour une action. Ce qui veut dire finalement que le prix de revient total d'une action nouvelle, ce sera le coût des DPS de 28 plus le prix d'émission 4,10, ce qui fait au total 6,38. Par conséquent, pour le nouvel investisseur, eh bien, le prix de revient d'une action nouvelle 6,38 est égal au prix de revient d'une action existante dont le cours a été ramené suite à l'augmentation de capital à 6,38. Et finalement, ce que l'on constate, c'est que le prix de revient pour l'ancien actionnaire, 6,38, et pour le nouvel actionnaire, 6,38, sont identiques.